la lune de miel, après la symphonie pratiquement achevée, après le bonheur total, l'entente cordiale, après l'osmose de la première partie, les allocutions des deux présidents proclamant l'alliance franco-congolaise, on se serait attendu à une conférence de presse mielleuse. On s'attendait à ce que coula, eh bien, le jus succulent d'un mets au pistache préparé par les deux comparses. On s'attendait à ce que le délicieux fumé des sauces d'Afrique centrale ou d'une table, une table arrosée de têtes de veau françaises, on s'attendait à ce que ce délicieux fumé s'élève, humecte les narines des participants. Le moment était un moment de grâce. Mais les questions tombent et elles vont tomber sur un certain nombre de problèmes. Premier problème, on demande si la position de la France dans le conflit qui oppose la République du Congo au Rwanda est suffisamment claire. Est-ce que pour M. Tshisekedi et pour M. Macron, c'est clair que la France est alliée de la République démocratique du Congo dans la guerre que lui mène le Rwanda à travers le M23? Cette question est posée et le premier à répondre à cette question est le président Tshisekedi. Il utilise une expression qui jette l'effroi, pour ne pas dire le froid, dans l'assistance. Il dit que pour le moment, ce que le président français a dit, ce sont des annonces théoriques. Astafroulaye. Zapa Baba, Anyambe Lornina. Il dit que pour le moment, ce que le président français a dit là, ce sont des annonces théoriques. Et que lui, Tshisekedi, il attend pour voir. Félix Tshisekedi, qui était dans la première partie de la conférence, une bonne mariée. Félix Tshisekedi se transforme subitement en Saint Thomas. Thomas Motapenda. Thomas, l'apôtre du doute. Tshisekedi dit que tout ce que Macron a dit, c'est théorique. C'est-à-dire que ce sont des propos, ce sont des mots. Comme on dit en pidgin English, natok. Dans ma langue bantou, Bassa du Cameroun, Tshisekedi dit que Macron en bévignon. C'est-à-dire que Macron n'a fait que taper sa bouche. Oui, c'est ce qu'on dit en Bassa pour dire que ce sont des prononciations, sont des bruits plus ou moins audibles. Mais vraiment, ça ne correspond pas encore à la réalité. La douce mariée, la tendre mariée Tshisekedi, qui était entrée dans le mariage et qui avait proclamé qu'elle était pour le meilleur et le pire, la mariée Tshisekedi. Eh bien, désormais, en noces heureuses avec la France, Tshisekedi dit que c'était des noces théoriques, des annonces théoriques. Et il dit, la preuve que ces annonces sont théoriques, c'est qu'on ne veut pas aider au retour des déplacés de guerre. On veut aider les déplacés de guerre là où ils se sont réfugiés. C'est-à-dire qu'on veut les stabiliser en exil. Ce qui est de nature à favoriser l'installation du M23 dans les zones qu'il a conquises. Puisqu'on veut aller aider les déplacés de guerre à s'installer là où ils sont déplacés, quelque part on est en train de créer un espace étatique. On est en train de créer une zone sous le contrôle du M23. Tshisekedi dénonce le projet humanitaire d'aider les déplacés de guerre, c'est-à-dire de stabiliser les déplacés de guerre et ainsi faciliter le contrôle des territoires que les déplacés de guerre ont fui par le M23. Tshisekedi contredit Macron en disant qu'il ne faut pas aider les déplacés de guerre, mais il faut au contraire aider les déplacés de guerre à rentrer chez eux. Or, les aider à rentrer chez eux, cela veut dire qu'il faut chasser le M23 qui occupe leur domicile, qui occupe leur territoire. Voilà où apparaît le premier désaccord flagrant entre les deux hommes. Comme on dit chez moi à Abidjan, Dja, ils n'étaient pas d'accord. Dja, ils ne se sont pas entendus. Si l'affaire s'était arrêtée à leur discours, on aurait dit, c'est bien, il y a une avancée. En fait, ils ne sont même pas d'accord sur la manière de mettre fin à la guerre. L'un dit, je veux m'occuper des déplacés de guerre. L'autre dit, non, il faut m'aider à ramener les déplacés dans leur maison, dans leur village, dans leur ville. Et il faut m'aider à chasser les remplaceurs. L'un dit, je veux bien apporter de l'aide humanitaire pour stabiliser l'instabilité.
L'autre dit non, 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 non. Je veux qu'il y ait de l'aide humanitaire, mais pour stabiliser la stabilité. Hey, l'un dit, écoute-moi bien. Moi, je ne peux pas me mêler vraiment directement de ta guerre. Je souhaite que vous trouviez une solution entre vous, mais moi, je peux t'aider à gérer les conséquences. L'autre dit non. Je ne veux pas que tu m'aides à gérer les conséquences. Je veux que tu m'aides à résoudre les causes. Emmanuel Macron, c'est le médecin après la mort. Il attend que les déplacés soient déplacés pour venir s'occuper des déplacés en déplacement et ainsi transformer le déplacement en remplacement. Le médecin après la mort. Il propose au peuple congolais un pansement, mais sur une jambe de bois, parce que la vraie jambe a déjà été coupée. On me chasse de mon village. On me chasse de ma maison. Je fuis à 500 km de mon village. Je fuis à 500 km de ma maison. Toi, tu viens m'aider à m'installer là où j'ai fui. Pendant que ceux qui ont pris ma maison s'installent dans ma maison. Donc, en quoi consiste ton aide? Ton aide consiste à m'empêcher de rentrer chez moi. Et ton aide consiste à laisser ma maison à ceux qui l'ont arrachée. Donc, ton aide consiste à stabiliser mon instabilité. Donc, vous retrouverez ça dans la conférence de presse. Chez Emmanuel Macron, c'est la théorie de l'aide aux déplacés. Chez Tshisekedi, c'est la théorie de l'aide au retour des déplacés. Donc, les deux ne parlent pas de la même chose. Quand l'un regarde là-bas, l'autre regarde là-bas. On continue. La deuxième question qui va mettre le feu aux poudres entre les deux hommes, c'est lorsque une journaliste française demande si, dans le contexte difficile qu'on connaît maintenant au Congo, avec la guerre du M23 qui avance, il y aura encore, est-ce qu'il y aura des élections ou est-ce qu'on s'achemine encore à un compromis à l'africaine, comme cela avait été le cas à l'élection précédente? Vous devez le savoir. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila. C'est sur la base d'une alliance avec Joseph Kabila que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est cette alliance-là qui avait été appelée, entre autres, par Jean-Yves Le Drian, un compromis à l'africaine. Mais cette notion de compromis à l'africaine, reprise par la journaliste française, signifiait aussi que on sait très bien qu'au premier tour, selon tout ce qui était sur le terrain, c'est Martin Fayoulou qui était en tête. Et qu'au deuxième tour, il était encore en tête. On sait très bien, en tout cas, que dans l'élection congolaise, s'il y avait eu un deuxième tour, Fayoulou aurait été en tête. Parce qu'au premier, il était déjà en tête. S'il y avait une nécessité d'un arbitrage de deuxième tour, Fayoulou serait en tête parce qu'il était déjà en tête. L'élection congolaise, qui part du principe que celui qui arrive premier au premier tour est président, a connu un événement, à savoir que celui qui était en tête, Fayoulou, a été remplacé par celui qui n'était pas en tête, Tshisekedi, avec l'accord de Kabila. L'ordre probable, l'ordre le plus certain du résultat du premier tour congolais, de l'élection, qui était d'ailleurs le seul, c'est que Fayoulou était en tête, suivi de Tshisekedi et suivi de Kabila. Fayoulou, Tshisekedi, Kabila. Kabila soutient Tshisekedi pour empêcher que Fayoulou arrive au pouvoir, parce que pour Kabila, l'arrivée de Fayoulou au pouvoir allait lui coûter très cher en termes de poursuites judiciaires. Bref, lui et son clan, qui se sont fortement enrichis, on le sait très bien au sein de l'État du Congo, ne voulaient pas de l'arrivée de Martin Fayoulou au pouvoir. Il y a donc eu un deal, une négociation entre Kabila et Joseph et Tshisekedi. Tout le Congo le sait, toute l'Afrique le sait, le monde entier le sait, Martin Fayoulou. Le monde entier sait que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour là. C'est lui qui devait être le président. Mais que, comme Kabila ne voulait pas de Fayoulou, il a soutenu Tshisekedi pour que celui-ci soit proclamé vainqueur. Et c'est cela que Le Drian, qui est parfaitement au courant de l'affaire, a appelé le compromis à l'africaine. Mais, cette affaire de compromis à l'africaine
a fait mal à Tshisekedi parce qu'il entendait par là que la journaliste française contestait sa légitimité. Que la journaliste française remuait le couteau dans la plaie. C'est un sujet qui fâche beaucoup Tshisekedi aujourd'hui parce que, premièrement, il est séparé de Kabila. Son alliance avec Kabila s'est effondrée. Et puis, deuxièmement, il est confronté à une rébellion qu'il ne peut pas combattre s'il n'est pas suffisamment légitime dans le pays, c'est-à-dire si l'écrasante majorité des Congolais ne se reconnaissent pas en lui. Donc Kabila, Tshisekedi n'aime pas du tout le sujet, le problème de la légitimité, parce qu'il sait que c'est son talon d'Achille, c'est son point faible. Il est arrivé au pouvoir, c'est vrai, par un compromis avec Kabila. Et Emmanuel Macron va mordre sur ce sujet Tshisekedi. Il va le mordre en direct. Il y en a parmi vous qui n'ont pas écouté ce que Macron a dit. Macron a dit, quand Tshisekedi va se plaindre de la journaliste, que Macron va reprendre la parole pour contredire Tshisekedi et défendre sa journaliste. Macron va dire que oui, finalement, la notion de compromis à l'africaine a été utilisée par Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères. Mais c'était où? C'était à Nairobi. Et que Jean-Yves Le Drian et la France ont participé à faciliter le compromis. Autrement dit, Macron trahit Tshisekedi en direct en disant oui, puisque vous vous fâchez parce qu'on parle de compromis, moi je défends donc mon ancien ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que la France a pesé de tout son poids pour que votre alliance avec Kabila passe devant Fayoulou. Oui. Si vous réécoutez la conférence, vous allez entendre Macron lui dire ça en face. Quand ils ont commencé leur querelle, qui n'était pas prévue dans le scénario. Macron lui dit, ok, d'accord, vous insistez pour dire que ce n'est pas la notion de compromis, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est un officiel qui a donné cette notion, c'est pas un journaliste. Mais en effet, Le Drian l'a donné parce que nous, la France, à Nairobi au Kenya, nous avons participé à faciliter le compromis, qui a permis que vous arriviez au pouvoir. Voilà ce que Macron a dit. Donc, à partir de là, comme on dit chez nous à Abidjan, c'était gâté. C'était gâté. Tout était jazz, tout était mélangé à partir de là. Il n'y avait plus entente entre les deux co-acteurs. Le scénario qu'ils avaient rédigé avant de venir à la conférence de presse, ils l'ont déchiré en direct. Par la force de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant. L'éclair de la vérité est entré dans la salle et a déchiré le rideau du temple. Le temple ténébreux a vu son rideau déchiré par la vérité. Oui, sur cette affaire de compromis, une journaliste reproche à Tshisekedi d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir en 2020. Non, en 2000, je crois que l'élection c'était en 2018, si je ne m'abuse, 2018 par là. On lui reproche d'avoir fait un compromis pour arriver au pouvoir. Tshisekedi dit non, j'ai pas fait de compromis pour arriver au pouvoir. Macron dit oui, tu as fait. Tu as fait. D'ailleurs, Le Drian a dit qu'il y avait eu un compromis parce que la diplomatie française a participé à faciliter ton arrivée au pouvoir avec Kabila. Finalement, nous t'avons soutenu, sinon tu ne serais pas président. Donc, Macron le livre en public. Il le livre en direct. Sur ce deuxième sujet, on découvre donc qu'ils sont radicalement opposés. Radicalement opposés. En fait, Macron sait que Tshisekedi souffre d'un problème de légitimité. Il n'a pas été régulièrement élu. Il n'a pas été régulièrement élu. Tshisekedi sait que Macron sait, mais il ne savait pas que Macron allait dire. Comme on dit chez nous au Cameroun, il ne savait pas que c'est ce que Macron allait faire. Quand ils se sont préparés à cette conférence de presse, il n'était pas question de parler de ça. Mais quand la journaliste pose la question, Tshisekedi s'énerve et dit que c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme. Macron rebondit pour dire, ah non, 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 c'est pas ça. Même en Europe, là-bas, les journalistes sont libres de nous poser des questions comme ils veulent. C'est pas du paternalisme, c'est pas du néocolonialisme. Ce sont des paroles de journalistes. Tshisekedi dit, non, 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 non. Ce ne sont pas des paroles de journalistes. Celui qui a dit ça, c'est Jean-Yves Le Drian. Macron dit, d'accord. Puisque vous citez M. Le Drian, moi aussi, je rappelle que la France a participé à faciliter le compromis qui vous a permis d'arriver au pouvoir. Il l'a livré. Il a confirmé ce que tout le monde sait. À savoir que c'est Fayoulou qui a gagné le premier tour de l'élection. Que Kabila et Tshisekedi se sont entendus pour confisquer le pouvoir. La preuve que c'est vrai. Mais c'est le renversement d'alliance de Tshisekedi
à la veille de l'élection. Tshisekedi était en alliance avec Fayoulou. Il était supposé former un front uni de l'opposition avec Fayoulou. À la dernière minute, il fait volte-face. Il fait volte-face. Participe à l'élection. Et puis, négocie avec Kabila pour constituer une coalition. Quand ils vont à l'élection, Fayoulou gagne. Mais comme Kabila détient l'appareil d'État, et que Kabila sait qu'il ne peut plus s'accrocher au pouvoir, il ne peut plus être président, d'abord, il se fait immuniser comme sénateur à vie. Et il garantit que la loi ne peut pas le poursuivre. De deux, il veille à ce que son allié prenne le pouvoir. Et il le fait avec l'appui des grandes puissances impérialistes, qui trouvent cela correct du moment qu'elles peuvent continuer à piller tout naturellement le Congo. Dans ce contexte-là, Félix Tshisekedi était parfaitement l'ami du Rwanda de Kagame. Il était bien entendu entre eux, avec Kabila, qu'ils allaient exploiter le Congo ensemble. Tout le monde a bien compris le sens de cette élection et de ce compromis. Kabila, Kagame et Tshisekedi s'étaient entendus pour exploiter le Congo ensemble. Voilà comment ils n'ont pas laissé Fayoulou gouverner. Maintenant, ils ne se sont pas entendus. Non seulement Kabila et Tshisekedi ne s'entendent plus, mais Tshisekedi et Kagame ne s'entendent plus, mais même Kabila et Kagame ne s'entendent plus non plus. Voilà. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'ancienne coalition, qui a pris le pouvoir et qui a imposé ses 4 volontés au peuple congolais et aux candidats qu'ils avaient élus, à savoir le président Fayoulou, Martin. Donc Emmanuel Macron a livré, pour ainsi dire, Tshisekedi, il l'a livré à la vindicte populaire, en avouant le rôle de la France dans le compromis qui a permis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. La thèse de la tricherie, la thèse de la grande escroquerie est confirmée. Vous voyez ça? Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un autre sujet sur lequel ils vont bien sûr se manger, ou ils vont même se dévorer. Il y a un autre sujet sur lequel ils vont tout naturellement se dévorer. On pose la question à Emmanuel Macron de savoir pourquoi, alors que sa secrétaire d'État, Madame Chrysoula Zakharopoulou, avait ouvertement condamné l'agression du Rwanda contre le Congo. Pourquoi lui, Emmanuel Macron, a du mal, dans ses allocutions, ses prises de parole, à nommer le Rwanda comme étant l'agresseur du Congo? Tout le monde sait que le M23, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi Macron ne peut pas le dire? On pose cette question. Félix Tshisekedi, lui, tout au long de la conférence de presse, n'a pas arrêté de dire c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à constater que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à sanctionner le Rwanda. Et on voit très bien que les gens ne veulent pas sanctionner le Rwanda. Voilà le problème. Le Congo donne toutes ses chances à la paix, mais les puissances, la communauté internationale ne veut pas sanctionner le Rwanda. Bon. Emmanuel Macron reprend la parole là-dessus. Et à ce moment-là, le mot est encore lâché. Il dit, c'est pas la France qui apportera la solution. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est une citation d'Emmanuel Macron. Donc la France n'est pas venue là pour apporter la solution. Écoutez bien, ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est-à-dire que la France, elle veut être là, que vous ayez des problèmes ou pas. La France veut être là. Ce n'est pas la France qui va apporter la solution. La solution va venir du Congo, du Rwanda. La solution va venir de la médiation angolaise et de la médiation kenyane. Bref, la France se met en arrière. Elle laisse le Congo, le Rwanda et leurs armées respectives se régler les comptes sur le terrain. Elle laisse la médiation kenyane et la médiation angolaise travailler. La France, quant à elle, tout ce qu'elle veut, c'est être présente sur le terrain, c'est-à-dire avoir des contrats. Mais écoutez bien ce que Macron a dit là, parce que il y a des gens qui ont du mal à avoir une analyse stratégique. Mais quel intérêt la France a-t-elle que le Congo soit en paix? Si le Congo est en paix, réunifié, totalement contrôlé par l'armée congolaise et le gouvernement congolais, quelle sera la conséquence pour le prix des matières premières congolaises? Vous-même écrivez ici, écrivez là. Quelqu'un dit, je viens m'intéresser aux trésors, les trésors du bassin du Congo. Hein? Maintenant, vous êtes en guerre. La personne dit, attention, je ne suis pas votre solution. Ce n'est pas la France qui va résoudre le problème. Donc finalement, qu'est-ce qui intéresse la France dans cette affaire? Puisqu'elle ne vient pas apporter la solution. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse,
ce sont ses intérêts économiques au Congo. C'est l'exploitation du Congo. Mais dites-moi, un Congo qui serait pacifié, un Congo qui serait maîtrisé par l'État congolais, une armée congolaise qui serait puissante, une économie congolaise qui serait florissante, des multinationales congolaises qui seraient majoritaires dans le marché congolais. Est-ce que tout cela est compatible avec l'augmentation des intérêts de la France, des États-Unis, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie? Est-ce que vous pensez qu'un État congolais fort est compatible avec les intérêts de la France? Non. Emmanuel Macron a lâché le mot. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Elle n'est pas venue apporter la solution. Elle est venue veiller à ses intérêts, développer ses intérêts. Écrivez ça. Le modèle parfait pour l'exploitation du Congo prévoit l'instabilité du Congo. L'instabilité du Congo est une condition de son exploitation par les grandes puissances impérialistes. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Alors, sur ce point-là, Félix Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce qu'il sait. Et il ment au peuple congolais. Félix Tshisekedi attend de la communauté internationale qu'elle condamne le Rwanda et qu'elle empêche le Rwanda d'agresser le Congo. Dites-moi très sérieusement, mais est-ce que le Rwanda possède une usine de fabrication d'armes? Les armes que possède le Rwanda, elle les achète où? Dans le marché occidental des armes. Je continue la question. Est-ce que le Rwanda possède la Banque mondiale? Est-ce que le Rwanda possède le FMI? Mais quels sont les deux principaux organismes financiers du Rwanda? Quels sont les deux principaux organismes qui prêtent de l'argent au Rwanda? La Banque mondiale et le FMI. Ce sont des organismes financiers détenus par qui? Par les Occidentaux. Donc, je vous pose la question. Tshisekedi appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, à se liguer contre le Rwanda. Alors que Tshisekedi sait que ce sont les Occidentaux qui financent le Rwanda. Et ils financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo, afin qu'il puisse continuer à exploiter le Congo. Les puissances occidentales financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo et afin que l'Occident continue à piller le Congo. Le Rwanda n'est que le cheval de Troie de l'impérialisme occidental dans le Congo. Et Félix Tshisekedi, littéralement comme un âne qui se cogne la tête sur un mur, recommence les mêmes thèses. Nous demandons aux grandes puissances occidentales de condamner le Rwanda. Il faut sanctionner le Rwanda. Mais qui arme le Rwanda? Qui finance le Rwanda? Félix Houphouët-Boigny l'a dit un jour quand on lui demandait de frapper son armée. Il dit, mais depuis quand on a vu quelqu'un qui retourne son propre couteau contre lui-même? Nana Houphouët-Boigny a dit ça un jour. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui prend son propre couteau et puis il le retourne contre lui-même? Il faut qu'il soit fou, suicidaire. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui arment le Rwanda, qui veillent à ce que la Banque mondiale décaisse des dollars, des euros, des paquets de dollars et d'euros pour le Rwanda? Pourquoi voulez-vous que les puissances qui commercent avec le Rwanda qui est devenu aujourd'hui un État qui vend du diamant, qui vend du cobalt, qui vend de l'uranium, du magnésium, qui vend toutes les richesses qu'on trouve dans la terre du Congo, ça sort par le Rwanda. Et c'est financé. Et c'est acheté, ça va dans le marché international comme étant des biens rwandais. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui ont choisi de financer le Rwanda, pour que le Rwanda déstabilise le Congo, pourquoi voulez-vous qu'elles sanctionnent le Rwanda? Dans quel rêve vous êtes à Kinshasa pour penser qu'on va sanctionner le Rwanda alors qu'on a envoyé le Rwanda contre vous? Emmanuel Macron a bien fait savoir qu'il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda. Mais il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda est d'abord un satellite anglo-américain. Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir de sanctionner le Rwanda. L'État rwandais actuel, le régime rwandais actuel, a été installé à la faveur du soutien direct des États-Unis, le soutien direct de la plus grande puissance de l'Occident. Tant que vous n'aurez pas entendu les Américains parler de sanctions contre le Rwanda, mettre en place des sanctions contre le Rwanda, n'en rêvez pas. Et même, attendez-vous à des sanctions comme celles que l'ONU ou les Américains, l'ONU annonce contre Israël. Depuis que l'ONU dit qu'elle sanctionne Israël, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Donc, Félix Tshisekedi
fait comme s'il ne sait pas, et il continue à mentir au peuple congolais. Il fait comme s'il ne sait pas que, eh bien, la France ne peut pas sanctionner le Rwanda. Le Rwanda était un satellite anglo-américain. Le Rwanda est financé par les grandes institutions financières occidentales. Et il a été financé pour être une piqûre de rappel sur le flanc du Congo. Pour être un agent, pour rappeler par des piqûres de chaos aux dirigeants congolais qu'ils doivent continuer à accepter que le Congo soit bradé. Voilà la vérité. Donc, Tshisekedi dit qu'à Kinshasa, ils ont décidé de faire preuve de patience. Ils attendent gentiment que finalement les grandes puissances sanctionnent le Rwanda. Ils attendent gentiment que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Portugal finissent par tomber d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner le Rwanda. À ce moment, le Rwanda va retirer le M23. Le M23 va rentrer à Kigali. La guerre sera finie. Le Congo va se développer. Mais ça, c'est un film. C'était un film panglossique. Vraiment, mais Tshisekedi, c'est Pangloss. C'est le professeur Pangloss de la politique congolaise. Il se croit où là, Tshisekedi, quand il a des données concrètes. Mais la guerre du Congo, elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre du Congo date de la période de l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours. Pourquoi est-ce qu'on a imposé Mobutu à la tête du Congo? Mais on a imposé Mobutu à la tête du Congo pour qu'il veille à ce que les richesses du Congo soient exploitées prioritairement par les grandes puissances impérialistes occidentales. Et pour que cela marche, on a permis à Mobutu d'élaborer une idéologie de l'authenticité africaine qui était le vernis, le cache-sexe de sa lâcheté et de sa servilité envers l'Occident. Mobutu était un agent de l'Occident, mais qui avait autorisation de tenir un discours d'authenticité pour cacher le fait que l'Occident a décrété que le Congo doit être pillé jusqu'à la fin des temps. La bombe atomique américaine vient du Congo. C'est le sous-sol congolais qui a fourni la bombe atomique américaine. Celles qui ont été jetées sur Nagasaki et Hiroshima viennent de la terre africaine du Congo. Il y a un merveilleux livre ici que vous devez lire. D'une chercheuse américaine. Spice in the Congo. Spice in the Congo. Elle s'appelle Susan Williams. America's Atomic Mission in Congo. Et voilà ce que dit ce livre. Voilà ce que dit ce livre. In the 1940s, the brightest minds of the United States and Nazi Germany raced to West Africa with a single mission, to secure the essential ingredient of the atomic bomb and to make sure nobody saw them doing it. Dans les années 40, les esprits les plus brillants des États-Unis et de l'Allemagne nazie, eh bien, entrèrent en compétition en Afrique de l'Ouest avec une mission singulière, à savoir sécuriser l'ingrédient essentiel de la bombe atomique et s'assurer que personne ne les voyait en train de le faire. Les nazis et les Américains se sont affrontés au Congo pour récupérer l'uranium. L'uranium qui devait servir à l'élaboration de la bombe décisive de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a tué Lumumba, pourquoi? On a tué Lumumba parce que Lumumba voulait trouver une solution pour que ce soit le peuple souverain du Congo qui soit le gestionnaire des richesses faramineuses du Congo. C'est tout, c'est pour ça qu'on l'a tué. On a tué Kabila, pourquoi? On a tué Laurent Désiré Kabila parce qu'il voulait reprendre le sentier lumineux de Lumumba. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est pour ça qu'on a tué Moulele. Et Kabila a été tué par un de ses gardes d'origine rwandaise. Il a été tué par sa garde qui était infiltrée par le Rwanda. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, quel est le problème qui se pose au Congo? Soyons sérieux. Il se pose au Congo qu'à la tête du Congo, un dirigeant qui n'est pas un véritable patriote, qui est un jouisseur bourgeois, un paresseux intellectuel, veut être président simplement pour inaugurer les chrysanthèmes. Il veut vivre du mieux qu'il peut à la tête du Congo, continuer, bien sûr, de s'empiffrer, continuer de plastronner, d'inaugurer les chrysanthèmes sur un Congo qui sera en délabrement permanent. Il n'est pas capable de reprendre le travail fondamental
des grands patriotes panafricanistes congolais, qui est le travail de la redéfinition du cadre géopolitique de l'émancipation congolaise. Tshisekedi sait très bien qu'avec les armes qui sont fournies au Rwanda, le renseignement satellitaire qui est fourni au Rwanda, il va lui être difficile de vaincre le M23. Il sait très bien que s'il ne construit pas une alliance qui soit de la même taille que l'alliance que le Rwanda a avec la puissance anglo-américaine, il ne pourra jamais délivrer l'Est du Congo. Tshisekedi le sait. Et il demande aux anglo-américains, il supplie les occidentaux de bien vouloir l'accepter comme leur bon petit, le recruter dans l'écurie occidentale et ainsi en échange libérer l'Est du Congo et le piller avec lui. Mais eux, ils n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui. Parce qu'ils ont observé qu'il n'est pas discipliné. Il n'a même pas les qualités de Mobutu. Mobutu avait une certaine discipline, une certaine rigueur de travail. Tshisekedi est brouillon. Il fait des déclarations. Parfois même quand il parle, on se demande si lui-même il entend ce qu'il dit. Écoutez l'allocution qu'il a faite dans la première partie de la conférence de presse. On se demande si lui-même quand il parle là, il entend ce qu'il dit. Comment il peut tenir des propos aussi légers? Ah oui, l'heure est à la coopération. Quelle coopération? Est-ce que vous avez réglé le contentieux historique franco-congolais? Vous avez réglé ça? Vous allez coopérer sur quelle base? Vous ne pouvez pas coopérer avec une puissance qui a commercialisé les nègres, une puissance qui a participé aux côtés des Belges à votre massacre, une puissance qui a soutenu des mouvements séparatistes, des mouvements rebelles sur votre territoire, a coprovoqué des millions de déplacés de guerre, des dizaines de milliers de morts. Et vous n'avez même pas soldé ce contentieux historique, et puis vous faites comme ça, comme vous avez fait l'autre jour avec le roi de Belgique, vous ouvrez les bras, oui, vraiment, ensemble nous allons avancer. On n'avance pas avec les monstres. Il faut les maîtriser d'abord. Il faut maîtriser les monstres. Après, tu peux avancer. Donc, Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce que Emmanuel Macron lui a pourtant dit très clairement. Emmanuel Macron le lui a dit très clairement. Très clairement, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Donc, Emmanuel Macron lui-même reconnaît qu'il est venu là pour rien. Il est simplement venu s'assurer que, dans tous les cas, la France continuera à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'elle aura accès à des marchés. Le Congo est immense. La guerre est à l'est, mais on va exploiter à l'ouest. La guerre est à l'est, on peut exploiter au nord. On peut exploiter au centre. Il y a tellement de richesses au Congo. D'ailleurs, la guerre a été attisée, elle est attisée à l'est pour occuper l'État congolais, pour occuper le gouvernement congolais. De telle façon qu'il laisse facilement piller les autres parties du Congo. Et qu'il signe des concessions minières à tout va. Puisqu'il est pris au dépourvu, le gouvernement signe des contrats au rabais. La guerre qui est imposée au Congo a pour but d'imposer le rabais et le pillage, le bradage des ressources congolaises. Les trésors. Le président Macron a dit les trésors de la forêt, eh bien, du Congo. Que ça l'intéresse. Il n'est pas venu là participer à mettre fin à la guerre. En Ukraine, pour mettre fin à la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment l'armée ukrainienne. Ils donnent des chars. Ils donnent des canons César. Ils donnent des lance-missiles. Ils donnent des informations satellitaires. L'Europe s'est complètement désarmée pour armer l'Ukraine. Ils donnent les chars dernière génération, les chars Léopard. Et il vient dire à Tshisekedi, la France est votre allié, mais la France ne sera pas la solution. La France ne sera pas la solution. Dans votre guerre avec les Rwandais, nous ne sommes pas votre allié pour la guerre, mais on est votre allié pour exploiter vos forêts. Exploiter votre minerai. Là, on est votre allié. Pour le reste, il ne faut pas citer notre nom. Parce que si nous venons, on va encore dire que c'est du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est rusé? Je suis en guerre. Tu dis que tu es mon allié. Tu ne m'aides pas, mais tu veux exploiter mon sol. Tu veux exploiter mes forêts. Tu veux exploiter mes minerais. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu me trouves gravement malade. J'ai du mal à me déplacer. Je ne peux même pas aller à l'hôpital. Me soigner. Au lieu de m'aider à aller à l'hôpital, me soigner, tu dis que vraiment ce qui t'intéresse beaucoup, c'est le vin que j'ai dans ma cave. Le poulet que j'ai dans mon frigo.
Que ce qui t'intéresse beaucoup, c'est de récupérer mes livres pour partir. Que vraiment, mes livres là, ça te plaît trop. C'est qu'elle a mis ça. C'est qu'elle a lié ça. Qui te trouve en difficulté, au lieu de t'aider à affronter la difficulté, il s'intéresse uniquement à exploiter tes biens. C'est qu'elle a lié. Bon, alors, donc, le dernier sujet sur lequel ils vont achoper, où précisément Tshisekedi traite la journaliste défenseur du paternalisme, en fait, c'est un faux sujet. Tshisekedi a autant tort de dire ce qu'il a dit à la journaliste qu'Emmanuel Macron a tort de prétendre être venu faire quoi que ce soit au Congo. Le paternalisme de la France en Afrique, il continuera tant que la France détiendra des bases militaires en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France détiendra la monnaie de 15 pays africains. Tant qu'il y aura du franc CFA, le paternalisme français continuera en Afrique. Le paternalisme de la France en Afrique continuera tant que la France fera partie des faiseurs de rois africains. Tant qu'elle pourra contourner les constitutions, les peuples et les élections et imposer à la tête de l'Afrique des vassaux au service des intérêts. C'est ça le paternalisme. Tshisekedi fait du paternalisme une affaire de querelle avec une journaliste. Il fait du paternalisme une affaire d'émotion. Alors que les décisions structurelles de libération de l'Afrique, il n'est pas capable de les prendre. Quand vous voyez des dirigeants africains qui sont émotifs sur des phrases, sachez que c'est parce qu'ils sont incapables d'agir. Prenez un dirigeant qui agit sur les structures, comme Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta, vous l'entendez sur les phrases tous les jours? Est-ce qu'Assimi Goïta, il a un porte-parole de son gouvernement? Le docteur colonel Abdoulaye Maïga. Il a un chef de la diplomatie. L'ambassadeur Abdoulaye Diop. Il a un premier ministre. Le docteur Shogel Kokala Maïga. Ils sont chargés de parler. Lui, Assimi Goïta, il décide. Il oriente. Il décide. Il oriente. Tshisekedi se retrouve dans le rôle de celui qui parle comme si c'est quelqu'un d'autre qui devrait décider. Orienter. Sa querelle à la journaliste est en réalité une tentative de récupérer une partie de la popularité que les idées panafricanistes, l'antipaternalisme ont sur le continent. Mais Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. Tshisekedi n'est pas un révolutionnaire. Tshisekedi n'est pas connecté aux luttes des peuples africains. Depuis que le Mali se bat, depuis que le Burkina se bat, depuis que le Niger se bat, vous avez entendu Tshisekedi dire quoi? Quand on menace le Mali, on menace la Guinée, on menace le Burkina, vous avez entendu Tshisekedi dire, il était président de l'Union africaine. Il a défendu l'Afrique où? N'est-ce pas lui qui a accompagné le même président Macron pour brimer les dirigeants africains? Vous n'étiez pas là? Tshisekedi n'était-il pas venu à Paris? N'est-ce pas lui qui a accompagné le président Macron soutenir le coup d'état des Déby au Tchad? Là, devant la journaliste française, il veut se payer une apparence de panafricaniste. Et je vois certains Africains qui, sur les réseaux sociaux, se sont laissés tromper par la scène. Tshisekedi n'est pas un panafricaniste. C'est un aplat-ventriste. Tshisekedi ne se bat que pour rester président. Faire 2 mandats, au moins, à la tête de l'État congolais, c'est tout ce qui l'intéresse. Car ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les fastes du pouvoir. Ce n'est pas un bosseur, ce monsieur. Tshisekedi ne veut pas aller dans le combat historique. Le combat historique du peuple congolais. Celui qui a été mené par les Kimbangu, par les Pierre Moulele, par les Patrice Lumumba, par les Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ce combat. Vous le voyez très bien. Par son attitude concernant les grands défis continentaux. Et c'est là à Kinshasa qu'il veut se payer une certaine allure de dirigeant panafricaniste sur une journaliste qui a posé une question qui a un sens, puisque les Africains, les Congolais, savent que c'est un deal qui a permis à Félix Tshisekedi et à Kabila d'évincer Fayoulou. Tout le monde le sait, la journaliste n'a pas menti. Ce n'est pas parce qu'elle est française qu'il faut tout mettre sur elle. Donc moi je demande aux Africaines et aux Africains qui se sont laissés tromper par ce moment et qui se promènent avec la vidéo de Tshisekedi partout. Tshisekedi, il a contredit Macron. D'abord, il a contredit Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron est en fait le dernier chef d'État français à pouvoir intimider les Africains. Il se tutoie là. Il se tutoie. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse entre les présidents
classiques de la 5e République française. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, même Jacques Chirac. Est-ce que vous vous souvenez d'une conférence de presse publique de ces présidents-là, puis on les tutoie? Ce sont les 3 derniers-là qui ont contribué à la banalisation de la fonction présidentielle française même. Ça a commencé avec Sarkozy, la banalisation de la fonction présidentielle. L'entrée dans des polémiques de deuxième classe. C'est ça qui continue. On est en pleine conférence de presse. Soudain, monsieur le président, soudain, cher tel, à Ouagadougou, ça a donné des caresses au menton de Kaboré. Facilement, comme ça. On l'a traité de réparateur de climatiseurs à Ouagadougou. Donc, les Africaines et les Africains se sont laissés un peu tromper par la scène qu'ils ont vue. Lorsque Tshisekedi reproche à la journaliste ce qu'elle a dit, il reproche sur des bases fausses. Il sait que c'est son alliance avec Kabila qui lui a permis de prendre le pouvoir. Il sait qu'ils ont bénéficié du soutien des Occidentaux. Lui, Kabila, Kagame, pour prendre le pouvoir au Congo. Il le sait. Le monde entier le sait. La journaliste n'a pas menti. Et Emmanuel Macron enfonce justement Tshisekedi en disant, en effet, à Nairobi, nous, Français, nous avons aidé au compromis. Nous avons aidé au compromis africain. C'est nous qui avons amené Fayoulou à se calmer et à accepter que vous soyez président. À accepter la coalition que vous avez constituée avec Kabila. C'est une coalition qui n'était pas incompatible avec nos intérêts. C'est quand le désaccord entre vous et Kabila est apparu, le désaccord entre vous, Kabila et Kagame est apparu, que nos intérêts se sont retrouvés en danger. Sinon, on était tombé d'accord que Kabila, Joseph, Tshisekedi Félix, Kagame Paul exploite le Congo. C'était ça le business. Et c'est pour ça qu'on a écarté Fayoulou. Parce que Fayoulou ne semblait pas avoir compris que ce deal est essentiel. Et depuis que l'entente entre ces 3 a explosé, les mouvements rebelles se sont mis à progresser dans le Congo. Tout le monde le sait. Donc, mes chers amis, la deuxième partie de la conférence a donc fini en eau de saucisse. La deuxième partie de la conférence a fini en cacophonie. Le plan qu'ils avaient prévu pour tromper tout le monde, ce plan-là s'est effondré. Et ils se sont mis à se chamailler alors qu'ils appartiennent globalement à la même nébuleuse, eh bien, de l'impérialisme. Macron, Tshisekedi, c'est la même école. Ils appartiennent à la nébuleuse ou au bloc occidental sous l'influence américaine. Il s'agit là d'une querelle à l'intérieur du même enclos. Tshisekedi sait qu'il gouverne le Congo avec la bienveillance des puissances impérialistes occidentales. Il le sait très bien. Et il prend garde de les affronter. Il prend garde de les dénoncer. Les coups forts, les coups durs que Tshisekedi porte contre le Rwanda sont aussi une lâcheté. Car il ne veut pas voir que le Rwanda est soutenu par l'Occident. Et il ne prend pas le risque de critiquer l'Occident, Tshisekedi. Et de dire, mais c'est vous qui armez Kagame. C'est vous-même qui avez fait venir Kagame dans cette région. Kagame lui-même le raconte dans son autobiographie que pour constituer son mouvement, il a bénéficié de l'aide américaine. Il raconte même comment il est sorti des États-Unis avec des millions de dollars dans les valises. Moi, j'ai lu son livre ici, L'homme de fer, Kagame, dans lequel il témoigne d'avoir bénéficié d'aide américaine quand il constituait sa résistance, il constituait le mouvement. Donc, comment Félix Tshisekedi peut prétendre critiquer le Rwanda, accuser le Rwanda de l'attaquer à travers le M23, sans s'intéresser à ceux qui arment le Rwanda, à ceux qui soutiennent le Rwanda, à ceux qui sont les bras géopolitiques les plus forts derrière la puissance rwandaise? Comment il peut faire ça? Comment il réussit cette alchimie? Tout simplement parce que lui-même est soumis à l'impérialisme occidental. C'est parce qu'il est lui-même un suppôt de l'impérialisme occidental qu'il ne peut pas dire devant le peuple congolais le fond du problème. On utilise Kagame pour nous attaquer et en retour, on m'impose de brader le Congo. Voilà le fond du problème. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, si l'OTAN retire son soutien à Kagame, Kagame retire le M23 du Congo, le même jour. Parce qu'il sait très bien que s'ils lui ont retiré leur soutien et qu'il décide d'armer l'armée congolaise contre lui, il sera écrasé. Il sera écrasé. On connaît bien ce que les Occidentaux sont capables de faire pour écraser une armée
qu'ils veulent faire disparaître du monde et qui ne bénéficient pas d'un allié aussi puissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Saddam Hussein? Une campagne de bombardement. Ils font une campagne de bombardement, ils écrasent l'armée en question, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye contre Kadhafi? Une campagne de bombardement. Ils savent comment faire quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un même qui a été leur allié et qui est devenu maintenant un ennemi, comme c'était le cas de Saddam Hussein. Ils savent quoi faire. S'ils n'ont pas décidé de le faire contre le Rwanda, c'est parce que l'action de Kagame leur profite. Point barre. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.